Bonsoir mes amis, bienvenue à cette toute dernière édition de votre émission Le Club. Pas la toute dernière, mais la dernière de l'année 2016. Nous allons tous ensemble, bien entendu, à cette occasion revenir sur les moments forts de l'année 2016, ce qui nous a marqué, ce qui nous a ému, ce qui nous a mis en colère. On aura l'occasion aussi de revenir sur les faits marquants de cette première année de vie de votre émission Le Club, avec entre autres, et ce n'est pas pour bien entendu énerver Reda, j'en ai pas besoin, l'entretien exclusif que nous a accordé Diego Armando Maradona. Le sommaire de ce dernier numéro du Club de l'année, c'est parti. 2016, l'année d'un sacre historique du FUS, champion du Maroc, pour la première fois de l'histoire du club. Un football national, encore une fois frappé par le fléau du hooliganisme. Le Maroc, qui n'avait que de minces espoirs de médailles aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Finalement, la délégation n'en aura remporté qu'une seule, une médaille de bronze pour le boxeur Mohamed Rabi'i. L'année de tous les trophées pour Cristiano Ronaldo, Usain Bolt et Michael Phelps. Une année qui nous promettait de grands moments de sport, mais qui nous a surtout offert pléthore de scandales. Celui du vaste système de dopage dans le sport et surtout dans l'athlétisme russe, celui de la corruption dans le monde du football, celui enfin des Football Leaks. Enfin, retour pour ce dernier numéro de l'année sur les moments forts du club, la nouvelle émission sportive sur Média TV. Lancée en septembre, le club est venu répondre à certaines de vos attentes avec un regard marocain sur l'actualité footballistique internationale. Il n'y a pas beaucoup d'égal en Afrique. C'est du, comme on dit en anglais, high level. Et pour cette dernière de l'année, bien entendu, la Dream Team est réunie avec à ma droite Julie Rosselin. Bonsoir Julie. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Je suis ravi qu'on soit arrivé jusqu'à fin 2016, c'est pas mal déjà. Je tenais pas cher de nos peaux au début, c'est pour ça. On en est déjà à la 14e émission. Reda Allali, bonsoir Reda. Bonsoir. Et puis, bien entendu, Amin Rahmouni. Bonsoir Amin. Bonsoir Jalal et bonsoir à tous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce soir, on va essayer de revenir sur les faits marquants de l'année chez nous et aussi dans le monde. L'année 2016 nous a fait vivre des hauts et des bas au Maroc. Les Jeux Olympiques, on va dire, très très décevant, l'arrivée d'un nouveau sélectionneur et la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est important parce que c'est pas arrivé très souvent ces dernières années, et puis bien entendu le premier sacre du FUS de Rabat. Retour à une image sur cette année 2016. Il l'avait promis, il l'a fait. Walid Regragui a offert au FUS de Rabat son tout premier titre de champion du Maroc. Longtemps en tête de la Botola Pro, le Wydad de Casablanca n'a pas conservé sa couronne, se faisant coiffer au poteau. 2 longueurs d'avance pour le FUS et une toute dernière victoire, 4-2 sur le Mouloudia d'Oujda, prouvant la solidité des Blancs et Rouges et récompensant leur saison pleine. Un football national encore une fois frappé par le fléau du hooliganisme. Les affrontements entre groupes ultras du Raja Casablanca ont fait des morts et des dizaines de blessés dans et autour du stade Mohamed V. Des incidents devenus monnaie courante. Dans la foulée, autorités et fédérations décident de sévir en renforçant certaines lois pour interdire l'accès aux mineurs non accompagnés, pour sanctionner les clubs ou pour condamner les fautifs à de lourdes peines de prison. Le Maroc, qui n'avait que de minces espoirs de médailles aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Finalement, la délégation n'en aura remporté qu'une seule, en bronze, pour le boxeur Mohamed Rabi'i, dont on espérait un peu mieux. Les 48 autres athlètes représentant le Maroc dans 13 disciplines sont rentrés bredouille. C'est avec les Olympiades de Londres la pire moisson depuis 1984. Voilà, donc qu'est-ce que vous retenez les amis pour cette année 2016 au Maroc? On va commencer par le football, ce premier sacre du FUS de Rabat, Reda. Ouais, bah c'est une belle aventure. Le FUS, c'était un vieux club. C'était un vieux club et qui n'avait pas un gros palmarès. Il y avait quelques coupes, je crois. En tout cas, il n'y avait jamais de championnat.
Et Walid est arrivé, le Regragui. Il y a eu les belles saisons de Slamy, à Mouta, et puis cette Coupe d'Afrique. Et puis il y a eu la Coupe du Trône, et puis cette Coupe, ce championnat. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut retenir. Enfin, moi, ça me fait plaisir que le FUS ait gagné, parce que premièrement, c'est un des rares clubs qui a gardé son entraîneur, je crois qu'il est la 3e saison de suite. Donc on peut espérer que ça inspire les autres, que c'est un peu la recette du succès, un peu de stabilité. En même temps, j'ai quand même une réserve, c'est que j'aurais vraiment... je voudrais vraiment que ce succès puisse s'inscrire dans un contexte de pression populaire. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il est plus facile de gérer tranquillement un club sereinement quand tu n'as pas beaucoup de gens qui te mettent la pression, vraiment un public un peu hystérique comme l'ont les autres clubs. Ils l'ont, les autres clubs, il faudrait y arriver en conjuguant à la fois passion populaire et rigueur de gestion. Ils ont déjà réussi à le faire sans, c'est déjà pas mal. Félicitations, et j'espère vraiment que ça montre la voie du succès, quoi. D'autant qu'au jour d'aujourd'hui, le FUS de Rabat semble être le club le mieux organisé, le mieux structuré. Et ce que tu disais, Reda, par rapport à l'entraîneur Walid Regragui, qui est là, qui est en train de vivre sa 3e saison avec le club, on est un symbole. Walid Regragui, 1re saison en tant qu'entraîneur d'un club, il remporte la Coupe du Trône. La 2e saison, ce titre de champion, le 1er de l'histoire, Ami. Ouais, déjà, je vais préciser que ce titre-là ne m'a pas ravi, ni ému, ni fait plaisir. Hein. Vous en doutez un petit peu. Non, mais c'est vrai, parce que il faut aussi préciser... Amine, grand supporter d'une équipe qui porte les mêmes couleurs que le FUS, du rouge et blanc, c'est le Wydad. Exactement. Donc ça n'a pas fait plaisir. Mais bon, on va quand même reconnaître à Walid beaucoup de choses, au-delà effectivement d'un savoir-faire. Il a été nommé, je crois, 2 fois meilleur entraîneur de Botola, et puis surtout, je trouve qu'il a amené une fraîcheur dans le discours, dans la posture, dans les positions. C'est très très important, parce qu'on en avait besoin. À un certain moment, quand on a toujours eu l'impression d'avoir un jeu de chaises musicales permanent, trusté par une douzaine d'entraîneurs qui évoluaient différemment que les clubs. Et là, Walid est arrivé avec un nouveau discours, avec un franc-parler qui était très très rare. Ouais. Bon, ça n'a pas fait que des heureux, bien entendu. Et que des amis. Et que des amis, bien. Et tu es je suis bien très bien placé pour le savoir. Ouais. Mais comme tu dis, en 3 ans, je pense qu'il réussit des belles choses. On a oublié une demi-finale de Coupe de la CAF, perdue contre les Algériens à toute dernière minute. Mais au-delà de ça, on voyait déjà les prémices d'un travail qui était fait dès la première année. Il gagne un beau titre la seconde année. J'espère que ça s'arrêtera là pour la 3e. De toute façon, jamais à Walid. Parti comme c'est parti, ça va être compliqué pour le FUS de rééditer l'exploit de l'année dernière, Julie. C'est, je crois, très compliqué, justement, quand on a eu une première bonne performance, de continuer sur la lignée. C'est en fait pas si évident que ça de l'imaginer comme un tremplin. Ça peut parfois être simplement une plateforme et ça s'arrête ici. Je crois que aussi, il faut peut-être, au-delà de Walid, souligner l'alchimie de la chose, le renouveau en effet qu'il apporte, la stabilité, la bonne gestion du club global et la performance et l'ambition des joueurs aussi. Ouais, tout est lié. Il y a une réalité, on parle de stabilité au niveau du banc de touche, mais même dans l'effectif. C'est un club quand même qui n'achète pas 20 joueurs par mercato. C'est à souligner. Maintenant, Walid, quand il était joueur, il avait déjà ce côté un petit peu rassembleur, mini-coach, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a grandi en France, dans la région parisienne, mais qui en même temps est resté très proche du Maroc, qui a fait des efforts pour s'exprimer dès les premières interviews, et qui a apporté vraiment une vraie modernité dans un contexte marocain. Et sur le discours, moi je trouve ça magnifique. Hein. On s'est retrouvé avec quelqu'un qui a cassé la langue de bois, qui a secoué un peu... Tu dirais que c'est une personnalité comme il n'y en a jamais eu dans c'est quelqu'un qui est vraiment... Il y en a beaucoup des comme lui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on était tombé dans une sorte de léthargie, on va dire, au niveau du discours qui était uniformisé. Et là, il vient, il dit des choses qui ne sont pas si extraordinaires que ça, dans l'absolu, mais qu'on n'entendait plus dans notre football. C'est un peu un Mourinho au niveau du discours, de la provocation. Et ça rentre, à mon avis, aussi dans le spectacle, dans le show football. Et d'ailleurs, Rajadal, il avait été stigmatisé par ses pairs. On lui avait dit, tu verras, tu vas venir, toi, ta grande figure, pour rester poli, tu verras, on va voir ce que tu vas réussir à faire. Bon, ce qu'il réussit à faire, c'est une Coupe du Trône, un titre. Ça veut rien dire, une demi-finale, mais pas très bien accueilli, pas si bien accueilli, ça, finalement. Pour le dire avec affection, il y a d'autres grandes gueules dans le... Non, mais... Pas de carton aujourd'hui, on peut aller. Je les ai oubliés, donc c'est la dernière de l'année. Ce qui se passe chez nous, c'est qu'elles finissent par être acceptées avec l'ancienneté. L'Amri, par exemple, qui a été longtemps au mat, balance dans les interviews des choses sérieuses.
Fakher ne mâche pas ses mots non plus. Zeki, quand il était championnat du Maroc, il y a des moments où il rue un peu dans les brancards. Mais ces gens-là, on a l'impression que c'est un sérail, qui se... Ils peuvent tout se permettre. Ils peuvent tout se permettre, voilà, parce qu'ils ont un statut, bon, que ce soit par leur palmarès ou par leur vécu de joueur, ou je pense en particulier à Zeki, leur palmarès, Amri, Fakher, etc. Walid arrive sans rien de tout ça. Il arrive dans un milieu qui est très conservateur et qui s'auto-coopte, voilà, qui se coopte les uns les autres. Il arrive et il te met la pression sur l'adversaire en disant je vais vous enlever le sommeil. Voilà. Alors vous imaginez ça, parce que nous, on est à la fois férus de shden, c'est-à-dire de taquinerie, mais très susceptibles. C'est un paradoxe que je te laisse analyser. Et pas que vous. Et là, c'est mal passé. Et moi, je le remercie parce que j'aime bien ça et j'aime bien le spectacle et je pense qu'on manque de ça dans notre championnat. Voilà, je suis assez d'accord avec toi, Jalal. C'est vrai que le sel du football se retrouve aussi dans les coulisses et sur ce qui est autour. Et effectivement, ça ne peut que servir le business, entre guillemets. J'ai pas envie non plus qu'on tonne Walid seulement dans cette position de clown, entre guillemets, de communicant. Voilà, non, certains ont traité de clown, c'était pas un mot choisi au hasard. Mais on va aussi rappeler qu'il a une équipe qui a très bien joué au foot. Et c'est très important, c'est-à-dire que la première année, il est venu, il a installé son schéma, et par la suite, honnêtement, j'étais pas très content qu'il gagne, mais je me suis régalé souvent à voir ces matchs-là. Non, mais franchement, et puis voilà, il a fait exploser un Batna, même si ça s'est terminé en autre boudin. Il a relancé, il a réussi une performance extraordinaire. Il a relancé un Skouma qui était complètement à la dérive. D'ailleurs, quand il avait pris au FUS, à la dérive, quand il avait pris au FUS, ça avait étonné tout le monde, parce que bon, Skouma, c'est un talent certain, mais qui partait vraiment à volo. Et puis, voilà, il a fait découvrir de nouveaux talents, un Fouzir, par exemple, un Seden. Enfin, voilà, c'est même au niveau du jeu pur et simple. Il a fait une belle équipe, qui marche un peu moins bien, mais une belle équipe quand même, qui méritait son titre. Le FUS, donc champion pour la première fois de son histoire. Qu'est-ce qu'on retiendra, Reda, de cette édition 2015-2016 de la Botola, la descente aux enfers du Mas de Fès, voilà, le parcours un petit peu laborieux du Raja, le Wydad qui avait toutes les cartes en main et que voilà, il s'est fait coiffer sur le poteau. On peut résumer tout ce que tu viens de dire en disant qu'aucun club n'arrive à se passer dans une continuité. Je pense que depuis le Hassania de 2001-2002, ou peut-être que les Phares ont enchaîné, personne n'a réussi à enchaîner 2 titres. Voilà. On a l'impression que le WAC allait y arriver, il n'a pas réussi. Le MAS, on a l'impression qu'en fait, au Maroc, dans le foot marocain, le succès porte en lui les germes de l'échec. C'est-à-dire que plus tu montes haut, plus tu descends vite. Le MAS avait 3 coupes il y a quelques années. Ouais. Le Raja avait le doublé, était finaliste de la Coupe du Monde. Voilà, en 2013, etc., etc. On a l'impression que personne n'arrive à se. Et ça a des répercussions, Reda, aussi importantes sur le parcours des représentants du Maroc au niveau continental, parce que on voit, par exemple, en l'occurrence, le cas du FUS cette année. On voit que le FUS est en pleine galère, et c'est le FUS qui va représenter le Maroc en Ligue des Champions. C'est pour ça que je pense, le FUS et le Wydad, non mais pour parler des difficultés des clubs à confirmer déjà et à enchaîner, ça a des répercussions directes sur la présence de ces clubs, en tout cas dans les derniers carrés et jouer les premiers rôles dans les compétitions internationales. Les compétitions internationales, elles manque de débutent pas. stabilité. Les effectifs déjà, pour le FUS, c'est pas évident, ils étaient épuisés, mais Walid en parle souvent. Il faut dire aussi que c'était une Botola un peu bizarre, parce qu'on va quand même rappeler certains chiffres à Jalel. Le FUS a joué une Botola qui donnait l'impression que personne n'en voulait. Il est champion avec 58 points seulement, c'est pas non plus un record historique. C'est 16 victoires, 10 nuls, 4 défaites quand même. Donc 14 matchs sur 30 qui ne gagnent pas. C'est pas un champion super flamboyant. C'est un moment. Voilà, on va pas dire un champion par défaut. Non, pas par défaut. Non, mais je veux il a mérité le FUS. Moi, je me rappelle du Raja 2013 par exemple. C'est quand même autre chose. Parce qu'il y avait 2 équipes. C'est ça. Alors que cette année, le FUS là, c'était pas. Il y avait aussi le Wydad qui suivit derrière, mais voilà, c'était pas un championnat, un champion extraordinaire. Mais on va juste rappeler par rapport à ce que tu disais des compétitions continentales, elles débutent qu'à partir de que l'an prochain. Donc ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, les équipes doivent beaucoup donner entre février et jusqu'à décembre. Voilà, jusqu'au début de l'année d'après. Mais c'est ce qui justifie justement quelle galère pour la reprise. Le calendrier débile. Le calendrier aujourd'hui des calendriers continentaux. C'est un autre. Continuer l'année prochaine. Voilà, l'une des tares du football marocain, c'est pas que la confirmation des champions, c'est aussi, et c'est triste à dire, le hooliganisme. L'année 2016 a été marquée par plusieurs incidents
plusieurs blessés, on a eu même des morts cette année dans des stades de football. La décision aussi des autorités de faire jouer à huis clos des dizaines et des dizaines de matchs, l'interdiction des ultras, une année noire pour le football à ce niveau-là, Reda. Oui, bon, je crois que tout le monde a eu ces huis clos, hein, le WAC, le Raja, Tanja, les phares. Quand tu ramasses entre les huis clos et les travaux perpétuels qu'il y a dans nos stades, j'ai l'impression que c'est globalement un troupeau de SDF qui se promène dans les stades chaque semaine. Bon, il y a deux niveaux. Bon, on est tous choqués par la violence. On la déplore, on la condamne, enfin c'est des banalités ce que je dis, mais on va juste le rappeler parce que je voudrais rajouter une deuxième chose, qui est que j'ai quand même l'impression qu'on se rue vers la facilité. C'est-à-dire que le huis clos, c'est quelque chose de facile. Voilà, plus personne, merci, au revoir, rentrez chez vous, on a tué le football. Voilà. On est quand même dans une société où c'est un élément social important. On a beau avoir beaucoup de hooligans, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas majoritaires. On est quand même en majorité dans les tribunes des gens tranquilles. On frappait comme ça tout le monde indirectement. Même l'Angleterre des années Thatcher, avec des choses beaucoup plus violentes, des gens politisés, n'a pas eu autant de huis clos que nous. Des dizaines et des dizaines de morts dans des stades, souvenez-vous. N'a pas eu autant de huis clos que nous. Ils ont réussi à cibler un petit peu, à choper les meneurs et des moyens technologiques. Les moyens le permettent aujourd'hui. Voilà, les moyens le permettent. Et je souhaiterais vraiment, à titre de spectateur du foot marocain et quelqu'un qui va au stade très régulièrement, qui y allait en tout cas, qu'on fasse un peu la part des choses, qu'on chope les meneurs. Il n'y a aucune raison d'être. Est-ce que le problème, il n'est pas sur le modèle à appliquer? Moi, j'ai l'impression que, en fait, quand tu prends les clubs qui ont eu de graves problèmes de hooliganisme, pour le coup, par exemple, prenons l'exemple du Paris Saint-Germain qui a décidé d'un plan il y a maintenant quelques années, qui s'est d'ailleurs inspiré en quelque sorte dans les grandes lignes de la Grande-Bretagne. Est-ce que le problème, ce n'est pas qu'ici, les plans, les modèles que tu as pu voir ailleurs ne sont pas applicables? Moi, à mon avis, c'est ça. C'est qu'une ligne... Ce qui n'est pas applicable, ce qui n'est pas applicable, c'est le concept, globalement, l'embourgeoisement du stade. C'est-à-dire faire ce qui a été fait en Angleterre, augmenter les prix, changer, à Paris, changer la nature du public. Ça, pour des raisons sociales. Un modèle marocain de lutte contre le hooliganisme, il faudrait en quelque sorte le trouver d'un pays comparable, et s'il n'y a pas... On ne peut pas faire de comparatif parce que je pense d'ailleurs que souvent on se trompe. C'est exactement ce que je te dis, c'est que le problème, c'est que c'est difficile d'appliquer un modèle. Parce que le hooliganisme parisien, avant le plan Le Pro, je pense que c'est le plan Le Pro dont tu parlais, concernait véritablement l'enceinte du stade. C'est-à-dire que c'était un hooliganisme et essentiellement footballistique, tout comme en Angleterre. Alors que nous, c'est éminemment un problème social et sociétal. C'est ça. C'est-à-dire que le football chez nous n'a été, parce qu'il y a des choses dont on parle beaucoup moins et que j'ai suivi personnellement, c'est que le terrain de football n'a été finalement qu'un théâtre des violences qu'on pouvait avoir dans nos rues. Et cette violence-là, on l'a retrouvée aussi beaucoup dans le basket, parce que j'y allais souvent. C'était la même population et c'était la même frustration qu'on retrouvait dans les salles de basket. Et effectivement, ce que dit Reda est très très juste. Aujourd'hui, quand on punit par des huis clos improductifs, on ne punit pas seulement les quelques rares fauteurs de troubles, on punit tout le monde et football en premier. Aujourd'hui, nous avons une sorte de huis clos de fête à Casablanca, même quand le stade va réouvrir. Vous le verrez, ça va être très très compliqué parce que nous avons décidé que pour résoudre le hooliganisme, elle ne peut pas se faire sans, entre guillemets, des victimes collatérales. Si tu regardes aujourd'hui le stade du Paris Saint-Germain, tu as des centaines de victimes collatérales qui sont des gens qui doivent pointer en torche au commissariat pendant les matchs et qui sont des gens qui n'ont eu jamais aucun problème dans le stade ou en dehors. C'est tout le monde. C'est moi. Oui, je suis d'accord. C'est ceux qui vont le foot. Il y a un point. Il y a des choses qui sont plus simples. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Je peux vous garantir que sans avoir des expertises en informatique ou quoi que ce soit, vous pouvez trouver ce soir des dizaines de personnes qui se vendent d'actes violents dans leurs réseaux sociaux tout seuls. Tout seul. Je les vois, c'est facile, c'est pas très compliqué. Les gens se donnent rendez-vous, se provoquent, s'insultent. Il y a un travail à faire, je pense sincèrement, pour viser un petit peu cette population. Personne ne sera là pour les défendre. Il y a une loi et puis voilà, que c'est de la délinquance. Par contre, arrêtez de punir tout le monde parce qu'on est en train de tuer le football. Le football est un fait social. Voilà, donc il nous reste quelques petites minutes pour évoquer encore ce football et cette partie de cette dernière édition de l'année 2016 qu'on consacre au football marocain. Et là, on va se projeter sur l'année 2017 puisque... Allez, dans 2 semaines débutera la Coupe d'Afrique des Nations, le 14 janvier au Gabon, avec bien entendu la participation de l'équipe marocaine. Mais avant donc le voyage de la sélection marocaine, nous avons rencontré Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, qui évoque bien entendu cette Coupe d'Afrique des Nations et l'objectif des Lions de l'Atlas lors de cette CAN.
Un potentiel et des changements qui prendront du temps. Voici en substance les propos d'Hervé Renard. Le coach français a avoué avoir beaucoup réfléchi avant de relever le défi d'entraîner la sélection marocaine et il s'attarde sur les raisons qui l'ont fait accepter. Au niveau de l'organisation, au niveau des moyens mis à la disposition de l'équipe nationale, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'égal en Afrique. C'est du, comme on dit en anglais, high level. Maintenant, aujourd'hui, l'équipe n'est pas high level. Elle est d'un bon niveau. Une équipe qui n'est pas high level, 18e au classement de la CAF avant l'arrivée de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Le Maroc est désormais à la 10e place, mais Hervé Renard en veut plus. Il y a un potentiel joueur de qualité. Forcément, s'il n'y a pas de résultat, d'abord je l'ai dit droit dans les yeux aux joueurs, j'ai dit, je pense que ces dernières années, vous avez eu quelques coachs différents. Je pense que vous avez eu de très bons coachs. Donc moi, je veux bien qu'on mette toujours la responsabilité sur l'entraîneur, mais à un moment donné, il faut savoir faire sa propre autocritique. Et c'est certainement parce qu'il faut que vous fassiez plus. Donc moi, je vais vous demander beaucoup plus. Un potentiel de qualité, mais des joueurs régulièrement cibles de critiques, à l'image du capitaine de cette sélection, Mehdi Benatia, qu'Hervé Renard défend. Un plaisir de travailler avec lui. Quand on ne côtoie pas les joueurs, on a un regard en regardant les matchs. Puis quand on les voit au quotidien, on se dit il n'est pas là où il est par hasard. Sur le cas du joueur de l'OGC Nice, Younes Belhanda, peu, voire pas convaincant avec les Lions de l'Atlas, Hervé Renard avoue que c'est à lui de le mettre dans de meilleures dispositions et il lui réitère toute sa confiance. Si Younes Belhanda n'a pas été comme on l'a vu avec l'OGC Nice contre la Côte d'Ivoire, c'est certainement parce que je vous parlais d'association, c'était peut-être pas la meilleure association possible. Mais Younes Belhanda, moi je lui fais entièrement confiance. D'abord c'est un garçon qui, avec moi jusqu'à présent, a un état d'esprit remarquable et je vais le défendre. Je vais le défendre parce que je suis certain de ses qualités et je suis certain qu'il va nous apporter beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup plus, c'est ce que le coach demande à son équipe, déçu d'avoir laissé filer 2 points lors du dernier match contre la Côte d'Ivoire pour les qualifications au Mondial 2018. Le sélectionneur appelle toutefois à la patience. Je demande un peu d'indulgence. Je demande juste aux gens d'analyser les choses objectivement. En prenant pas parti pour tous les paramètres que parfois on évoque, entraîneur local, entraîneur étranger, le joueur qui vient et qui n'est pas le même que dans son club. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être ça. Hervé Renard qui a rappelé ses ambitions et son objectif inchangé. Mais l'objectif reste le même. Il faut absolument passer ce premier tour et se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, donc moi j'en assume la responsabilité, c'est ma mission, c'est l'objectif que je me suis donné ici. Passer le premier tour, un objectif que la sélection marocaine n'a pas rempli depuis la Coupe d'Afrique des Nations de 2004. Alors, la CAN 2017, on aura l'occasion, bien entendu, d'en parler tout au long de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations qu'organise le Gabon. Qu'est-ce qu'on peut attendre, nous, de cette Coupe d'Afrique des Nations? Et c'est là que les problèmes vont commencer sur ce plateau. Un deuxième tour, regarde, Béral, un deuxième, s'il vous plaît. Si non, vous mais, écoutez. Ouais, mais un deuxième tour, non, mais c'est vrai, c'est pas une blague, un deuxième tour, c'est une performance. Non, mais pour un football, une sélection comme la nôtre. On est en train, bassement, de clémender un second tour, comme si c'était une victoire et un titre. Mais pourquoi? Alors, parce que ça fait des années que tu n'as pas eu ce... C'est ça qui est pathétique, c'est ça qui est problématique. Donc, c'est quelle caméra là pour parler aux joueurs? Voilà, c'est là. S'il vous plaît, juste un deuxième tour. On demande rien pour commencer un deuxième tour, ben, après on peut négocier. Un deuxième tour, s'il vous plaît. Aleda? Pareil, hein, tu veux qu'on demande de plus? Non, parce qu'après c'est des matchs. On n'a pas après, c'est un peu compliqué, hein, sincèrement, parce que je ne vais pas rentrer dans les clichés de Adrel et compagnie, mais on est exactement dans les conditions, on n'a jamais réussi.
Voilà, donc j'espère que ça va s'arrêter, mais on a exactement la configuration qui ne nous convient pas. J'ai pas d'explication, c'est juste l'expérience. Et donc, effectivement, espérons un deuxième tour. Julie? Je crois que l'important, c'est pas de se dire où on va, c'est effectivement, c'est de voir le contenu, en vérité. Si tu le passes pas, le premier tour, mais que tu as vu un bon contenu. Non, parce que ça, c'est la pire des excuses. Non, ça suffit. On nous l'a sorti 200 000 fois. On a eu parfois comme explication, mon équipe est sortie sans avoir perdu un seul match. Ça nous faisait, mais j'ai une belle jambe. Ça me faisait une jambe que j'ai découpée, que j'ai mise comme un trophée. C'était magnifique, la jambe. Non, mais faut arrêter. Non, pas de contenu. Un deuxième tour, je veux juste vibrer, un peu crier, enfin, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que tu vas vraiment vibrer? Je ne pense plus, Julie. Si tu passes les poules, est-ce que tu penses que tu vas vibrer, vraiment? Si. Quelque temps. Voilà. Là, non, mais déjà, au soir du troisième match, oui. Je pense que Reda, il lui en faudra un petit peu. Non, c'est Reda, c'est son problème. Moi, je veux juste un deuxième tour, quel que soit. Toi, un deuxième tour. Déjà, ne pas être éliminé à la deuxième journée. Ça serait, exactement, non? Non, on est rarement éliminé à la deuxième journée. Et comme c'est arrivé souvent, ne pas être éliminé à la deuxième journée, et moi je pense que le pire scénario, c'est de ne pas être éliminé à la deuxième journée et d'avoir à battre la Côte d'Ivoire 7-0 et les autres qui s'écrivent comme à chaque fois. Le concept de calculatrice. Voilà, exactement. Le concept de calculatrice. Non, mais je pense que là, il est très vraiment connu. à ergoter ou essayer d'analyser un second tour. Dans un premier temps, nous ferait vachement plaisir. Après, on verra pour le reste. Voilà, donc l'objectif est clair. Un deuxième tour pour l'équipe du Maroc. Restez avec nous, mes amis. On va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie du club. Bienvenue dans cette seconde partie du club, je vous rappelle la dernière de l'année 2016. Une année marquée par des Jeux Olympiques moroses, un Euro de football en France plutôt décevant, une Copa América passée aux oubliettes, des affaires et encore des affaires. 2016 n'a pas été la grande année sportive comme on l'espérait. Récapitulatif des grands et des moins grands moments de cette année. Certains hommes auront marqué cette année 2016, à l'image de Zinedine Zidane offrant la Ligue des Champions au Real Madrid seulement 5 mois après en avoir été nommé coach. Zizou, qui avait soulevé le 9e trophée du club en tant que joueur en 2002, s'offre donc le 11e sous le costume d'entraîneur. Sa star, Cristiano Ronaldo, tout juste auréolé de son 4e ballon d'or, a lui aussi marqué 2016, manquant la finale de son Euro de football. Sur la touche, blessé, mais haranguant ses coéquipiers portugais, victorieux en finale face à la sélection française. Héros malheureux de 2016, Lionel Messi aura encore échoué à titrer l'Argentine, battue pour la deuxième fois en 2 ans au tir au but face au Chili en finale de la Copa América. Messi, l'inconsolable, annonce sa retraite internationale avant de revenir sur sa décision 2 mois après, sous la pression populaire. Usain Bolt, héros des Jeux Olympiques sans trop de saveur, a réussi une nouvelle moisson sur 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Hégémonique depuis 8 ans sur le sprint, l'éclair jamaïcain a confirmé que les mondiaux de Londres en août prochain seront sa dernière compétition internationale. Une année qui nous promettait de grands moments de sport, mais qui nous a surtout offert pléthore de scandales, celui du vaste système de dopage dans le sport et surtout dans l'athlétisme russe, celui de la corruption dans le monde du foot, celui des Football Leaks, documents confidentiels jetant la lumière sur les pratiques très douteuses des agents et des joueurs stars de tous les championnats européens, des polémiques qui devraient continuer l'année prochaine. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on garde de cette année comme bon, mauvais souvenir, Julie? À peu près ce qu'on a entendu. Effectivement, les Jeux Olympiques ont été assez décevants dans l'organisation, ou plutôt dans la non-motivation qu'ils ont créée, des salles vides, pas de public, finalement peu de grands moments à en sortir. Une fois qu'on sort Bolt, il n'y a plus grand-chose dont on se souvient. Sur l'Euro, je dirais que finalement c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que l'organisation, avec toutes les craintes de terrorisme, de hooliganisme qu'on a vu sur les premiers jours, finalement l'organisation n'était pas si mal que ça, mais sportivement c'est quand même la victoire du non-football, la victoire du foot moche. Donc, la France surtout, ça,
Non, mais au-delà de ça, en finale, tu avais quand même une équipe qui jouait mal contre une équipe qui jouait pas bien. Donc c'était pas l'Euro sportif très intéressant. Et puis après, moi, effectivement, je retiens vraiment les affaires. Je retiens vraiment cette sorte de prédominance de plus en plus importante du foot business. On a eu Footleaks, on a eu la présence des footballeurs dans les Panama Papers, de Lionel Messi notamment. On a eu les suites de la FIFA. On a eu les suites de la FIFA. Et puis on a même, au-delà de ça, j'en parlais il y a 2 semaines, mais au-delà de ça, on a aussi tous ces nouveaux concepts, tous ces nouveaux, selon moi, toutes ces nouvelles idées du football, cette Coupe du Monde à je sais pas combien d'équipes. Voilà, moi j'ai l'impression que plus ça va, plus en gros on se fait berner sur ce que sera, sur la vision du football de ces prochaines années et qu'elle n'est pas en s'améliorant. Amine. Je crois qu'elle a tout dit, mais extra sportivement, on a bien rigolé, je trouve. Moi, cette histoire de Blatter et compagnie, moi j'ai suivi ça passionnément. Les Footleaks, les Blatter, l'Euro à 243 équipes où il manquait que les équipes africaines, bref. Je trouve qu'on a bien rigolé. Mais après, au niveau sportif, je pense aussi que trop de foot a tué le foot. On a eu une grosse Ligue des Champions, belle Ligue des Champions, avec un beau vainqueur. On a eu un Euro un peu moins. Fallait s'enflammer juste après pour l'Euro. Exactement, il fallait s'enflammer juste après pour l'Euro, juste après pour les JO. Entre-temps, on a eu en même temps et pour la Copa América. Et pour donc, moi, je vais frôler un petit peu l'indigestion, personnellement. Mais bon, effectivement, je pense que Julie a fait un très très beau récapitulatif de l'année. Mais j'ai bien ri. Moi, personnellement, j'ai bien ri. Reda? Non, moi je suis pas d'accord avec votre sinistrose. Là, tu parlais de Jeux Olympiques moroses. Bon, j'y étais. Je peux trouver une grande morosité dans les rues de Rio. Hein. Cette tristesse m'a échappé. Voilà. En fait, c'est que ça a été des Jeux Olympiques pour les gens qui étaient au Brésil. Au-delà de ça, c'est vrai que cette effervescence n'a jamais dépassé le tube cathodique, en fait. J'ai eu des épreuves. Le hand c'était top jusqu'à la finale, le beach volley c'était extraordinaire, l'athlétisme ça marchait très bien, le foot avec la victoire de l'équipe de Neymar, je peux vous garantir que c'était pas morose. Après ce qu'il y a, oui mais je sais avec l'Iran et tout c'était compliqué, mais après ce qui est vrai, je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais sur ta théorie des marchands par rapport de marchands du sport par rapport au sport, c'est que on atteint un peu une limite, les prix des places étaient très chers. Et on a quelques problèmes à ce niveau-là, et c'est lié aussi à l'Euro, c'est-à-dire que la multiplication des matchs, on a l'impression qu'on est en train de gonfler quelque chose, que la bulle risque d'éclater, et c'est le même sujet, l'Euro avec des troisièmes qualifiés, les JO avec des places chères, on est pas loin d'un point de rupture, j'ai l'impression, mais je peux te garantir qu'à Rio, c'était tout sauf morose. Par contre, une question, on revient au football plus précisément, les années de calendrier pareil. Je suis très curieux de savoir sur quoi ça va déboucher au niveau physique pour les joueurs. Ouais. Parce que parfois, tu as des joueurs qui font 60 à 70 matchs par an. Et c'est d'intensité, hein, c'est pas des matchs de Botola. Ouais. Hein. Donc je suis très curieux de savoir pour l'organisme ce que ça va donner. En tout cas, la belle histoire de l'année 2016 aura été, je pense que tout le monde est d'accord, Leicester, champion d'Angleterre. Enfin l'Angleterre. Voilà dans le grand affrontement herculéen que nous décrivions tantôt. C'est vrai. Décrivions tantôt. L'affrontement symbolique entre les forces marchandes et les forces sportives, parfois, du mal et les forces du bien. Sincère, un miracle purement sportif, et toute l'Angleterre, à part les fans de Tottenham et Arsenal qui étaient un peu concernés jusqu'à la fin, était à fond derrière Leicester, et ce final où Chelsea, par pure rivalité, enfonce Tottenham. Voilà, Riyad Mahrez, ce incroyable Vardy, ce monumental N'Golo Kanté, cette ligne de vieux briscard derrière avec les hoots. Et c'est incroyable, Claudio Ranieri, le grand loser, le coach qui, second. Voilà, exactement, qui pratiquement au crépuscule de sa carrière parvient à réaliser, lui qui n'a jamais rien gagné. Il a entraîné tout le monde, il a entraîné des grands clubs et jamais il a pu gagner quoi que ce soit. Là, il prend Leicester. Ses contemporains, Capello, Lippi et compagnie, ils sont plus là, hein, il a raison. Mais par contre, moi, ce que je trouvais extraordinaire, c'est ce bonhomme-là, c'est qu'il ne s'est pas du tout enflammé. Il gagne le titre dans des conditions incroyables, effectivement, avec une équipe survoltée, surmotivée, des spectateurs, mais qui ont porté quasiment son équipe à bout de bras quand il le fallait. Mais vraiment, tout de suite après, il dit, bon ben voilà, cette année, si on ne tombe pas en Championship, ce sera déjà un miracle. Vous ne vous attendez rien du tout. Effectivement, ils font une seconde saison gagner la Ligue des Champions, catastrophique. Mais bon, voilà, dans la Ligue des Champions, ils sont premiers du coup. Enregistrés. Ils sont non, mais enfin, gagner, non, je crois que c'est... Tu sais que ça va être ridicule quand on va le repasser au mois de juin. Mais c'est pas grave. Il faut faire bêtiser. Il faut faire risquer le ridicule pour devenir un robinet d'eau tiède. Non, mais écoute, qu'est-ce qu'il prend comme risque? Rien.
Au pire, ça passera dans un bêtisier. Au mieux, il passera pour un génie. Voilà. Donc c'est très très bien qu'il ait fait ce qu'il a fait. Mais ce monsieur-là, ce Ranieri qu'on voit à l'écran, chapeau monsieur. Chapeau à Claudio Ranieri. On va maintenant rapidement passer au moment fort de ces 3 premiers mois de vie de votre émission le Club. Un grand moment, ça a été bien entendu Diego Armando Maradona. Et je sais que Reda fulmine encore de ce que je suis en train de dire. Passer donc 1 heure avec Diego Maradona, qui plus est chez lui à la maison, la légende du football donc, qui nous a accordé un entretien exclusif, peut-être pour la dernière fois. Quelques moments forts de cet entretien. C'est incroyable. Pour arrêter. Le dernier. C'est vrai que c'est une prétention sans nom. Il n'y aura personne. Après Jalal. Non, non, je Non, mais m'explique. la dernière fois, au Maroc ou dans le monde? Non, pour la dernière fois, dans cette émission, qu'on va passer les moments forts de l'entretien que nous a C'est d'une mégalomanie incroyable. accordé pas Diego étonnant. Mais comment Armando tu peux Maradona. C'est supporter parti. possible? مساءكم سعيد، اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الحصري هنا من مدينه دبي مع اسطوره كره القدم العالميه، الاسطوره دييغو ارماندو مارادونا. Diego, salam alaikum. Salam. Me encanta que usted nos recibe aquí. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo soy un agradecido a Marruecos, a la gente de Marruecos, al cariño y al afecto que me ha dado. Por eso, cuando me dijeron que querían hablar conmigo, dije yo tengo mi casa para la gente de Marruecos que se ha portado maravillosamente bien conmigo y con mi familia. Hablamos ahora del fútbol de hoy, Diego. El fútbol ha cambiado mucho. ¿Cuál es por usted la diferencia entre el fútbol de tu época y el fútbol de hoy? Creo que no hay muchos jugadores como lo había antes. Antes cada equipo tenía 5 o 6 jugadores con mucha personalidad y con mucho juego y con mucho temperamento. Hoy se corre mucho, se juega con muchos pelotazos. No hay jugadores que se saquen 2 o 3 jugadores de encima. Si te digo hoy, el fútbol depende más de táctica que de jugadores, ¿correcto o no? Por eso que se le da tanta importancia a los técnicos. Hoy los técnicos ganan casi como los jugadores. Eso para mí es una barbaridad. Y que los defensores hoy sean más conocidos de lo que eran antes. Antes era conocido Baresi, hoy puede ser conocido Godín, o Thiago Silva. Pero creo que porque la falta de mediocampistas y la falta de delanteros es notoria. Yo escuchaba un día una reflexión de mi gran ídolo, que es Rivelino, y decía: nos ocupamos de crear laterales por derecha y por izquierda, pero nos olvidamos quién la meta adentro. Su ídolo es brasileño. Mi ídolo mundial es Rivelino. Y en Argentina es Bocini y Alonso, seguramente. ¿Qué piensas de... Son una de las últimas preguntas para dejarte encontrar tu amiga. Gracias. ¿Qué piensas hoy de Leo Messi? Y después quiero hablar contigo sobre el fútbol argentino. Hablamos un poquito antes. Primero, Leo Messi. De Messi, que creo que se lo está
se lo está exigiendo demasiado, quieren que haga todo él, y no es justo. O sea, creo que los campeonatos los ganan los 11 jugadores, y no solamente Lío. Lío a mí no me tiene que demostrar nada, yo lo entrené. Sí. Y para mí es un fenómeno. ¿Es tu heredero en el fútbol mundial? Heredero, tiene su carrera. Sí. Cada uno tenemos nuestro momento, nuestra forma de jugar. Yo no creo que se pueda llamar herederos o símbolos. No. El fútbol, lo único importante es la pelota. Sí. Después los demás vamos pasando. Sí. Vamos pasando. Pasa Messi, pasa Ronaldo, pasa Neymar, pasa Maradona, pasará Benjamín, Agüero. Sí. Se queda la pelota. Pero la pelota queda. Shukran. 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 Donc, je disais Diego Maradona pour les tout premiers numéros du club. Tu es un génie, Jalel. Super. Ouais, super. Quand je serai grand, je voudrais être toi, Jalel. C'est C'est mon modèle. Même pas vous m'applaudissez. Bah, en fait, tu as déjà eu la chance de le vivre, donc Oui. peut-être qu'on va laisser juste le souvenir. C'est pas, ça suffit à mon avis. Voilà, le souvenir d'une Par contre, il y en a année un qui ne 2007. m'ouvre pas. Parce que j'ai trop peur de savoir ce qu'il va dire sur ce coup-là. Non, je vais rien dire. Moi, déjà, je remets en cause la véracité de ces images. Déjà, moi, à moins Cette interview. à moins de la faire expertiser, une- je ne sais pas très bien si c'est vraiment lui. C'est une PPD1. Voilà, exactement. Non, voilà, je nie. Je pense que c'est faux. Voilà. C'est faux. Tu vas avoir des problèmes, d'ailleurs, si tu continues à diffuser. Bah, j'ai dit que c'était la dernière fois que je diffuse. Mais sérieusement, t'as mis la barre tellement haut, maintenant il va falloir que tu assures. C'est quoi le prochain Messi pour faire aussi bien? Et encore aussi bien, ça va être difficile. Nous ferait, allez, aussi bien, voire un peu moins bien. J'ai un super copain à Madrid, il s'appelle Fred Hermel, qui a un ami qui gagne beaucoup de choses en ce moment, un certain Tu peux Cristiano. faire quelque chose pour moi avec Springsteen ou Bob Marley? Enfin, le deuxième, ça va être dur. Bob Marley, ça va être un petit peu Tu compliqué. n'as pas de limite. En tout cas, mes amis, on a beau critiquer cette année 2016, elle nous a tout de même apporté une très bonne nouvelle avec la naissance de votre émission, le club. Donc, on va terminer l'année 2016 avec cette 14e édition. Voilà, je perds mes mots. Et je vous propose, mes amis, de revivre les moments forts de ces 3 premiers mois de vie du club, avec les coups de gueule de Reda, l'optimisme, bien sûr, de Amine, et les blagues pas souvent réussies de Julie. C'est parti. Au début, tout le monde semblait être prêt. Allô, Jalal? Ouais, Julie, tu es prête? Évidemment que je suis prête. Fred? Si, Jalal. Listo. Tout allait bien, tout allait même très bien. Philippe Troussier avait accepté d'être le parrain de l'émission. Bonsoir Jalal, bonsoir à vous tous. Et puis j'en profite pour vraiment te remercier de me faire partager cette première émission du club. Donc c'est un grand plaisir et surtout un grand honneur pour moi. Puis, nous avions trouvé des sosies parfaits. Walid Regragui en Pep Guardiola. Le jeu de l'équipe. J'ai demandé à Hicham, notre réalisateur, de montrer une image où on va voir à la fois Pep Guardiola et Walid Regragui. C'est la même chose, mais moi, je l'ai les yeux. C'est exactement la même chose. On l'appelle Pep. Et je vous assure même, au niveau du compte en banque, c'est pas loin aussi, d'être ressemble. Hein, n'est-ce pas? C'est très loin. Tu peux comprendre. Non, Et d'ailleurs, la présence de Walid Regragui nous coûtera exactement, je pense, la même chose sur ce plateau que celle de Pep Guardiola. Et Juan Pedro Ben Ali, c'est notre Rafael Benitez à nous. Ce débat qu'a commencé mon ami Pedro, qui par ailleurs, je vais te féliciter pour la qualité des invités, parce qu'après avoir eu le sosie de Guardiola, on a le sosie de Benitez. Tout le monde l'a vu. Tu sais, c'est des références. il y a du boulot derrière. Il y a un casting aussi. Hein. C'est des mois de travail. Nos consultants Hervé Penaud et Frédéric Hermel ont apporté leurs expertises.
Et il a tellement eu l'habitude de voir des échecs en série avec cette équipe marocaine. Ces dernières années, parce que quand je repense à l'équipe de 2004 par exemple, où on se disait tiens, il y a une génération qui arrive, des jeunes, ça y est, on voit un vrai beau football. En plus, ils avaient joué de manière magnifique durant cette CAN-là. Et on s'était dit, il y a peut-être quelque chose. Et puis finalement, patatras, tout s'est écroulé. Et puis après, il y a eu le rebond encore. On s'est dit, quand Guéret s'est arrivé, il y a une génération de jeunes talentueux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils arrivent au Gabon, ils explosent. Alors c'est vrai qu'il y a tous ces échecs qui, au bout d'un moment, commencent à entretenir l'incertitude sur l'avenir de cette équipe. Zidane aura toujours un peu plus de marge qu'un autre entraîneur parce que c'est Zidane, parce que le public sera avec lui et que je pense sincèrement que si le Real continue d'accumuler des mauvais résultats et que les joueurs ne se défoncent pas sur la pelouse, ce n'est pas forcément Zidane qui va être accusé, mais les joueurs. Tout se déroulait donc pour le mieux avant que ça commence à déraper. Il mérite le carton rouge. Alors, Monsieur Reda Allali va faire ton concert à Tourcoing, dans la région de Lille, et ne revient que dans 2 semaines. Tu seras suspendu pour le prochain numéro. J'ai pas été globalement très convaincu par ces réponses, pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve qu'il juge aujourd'hui son travail à l'aune du classement CAF du Maroc. Quand il dit qu'on a gagné des points, je pense qu'aujourd'hui on ne juge pas son travail par rapport à ce prisme-là. Même si Amine, ce classement est important aujourd'hui. Il est important pourquoi? Juste, je t'explique. Pas pour dire qu'on est 10e, on est 8e, on est 25e. Il est important au moment des tirages au sort. Il est important au moment où ça peut te faire éviter la Côte d'Ivoire. Ça peut te permettre de devenir une sélection tunisienne aujourd'hui avec des tirages toujours favorables. Je ne dis pas que c'est pas important. Je dis qu'aujourd'hui, juger ces 10 mois, parce qu'on va rappeler que ça fait 10 mois qu'il a la tête de l'équipe nationale, à l'aune justement de ce classement-là, pour moi, il n'est pas très pertinent. Je pense qu'il y a d'autres critères aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a, comme dans quasiment tous les pays, un problème relationnel entre la presse, entre les habitants et la sélection. Moi, je l'ai vu en France et je le vois ici aussi beaucoup. D'ailleurs, au stade, je trouve que quand on est en tribune de presse, c'est tout à fait particulier. C'est-à-dire que tout sentiment d'objectivité ou de recul semble avoir totalement disparu. Et d'ailleurs, quand je te vois en face de moi, et je te trouve toujours si posé et si zen et si objectif sur les sujets, que je trouve que là aussi, quelque part, tu as finalement une relation qui est trop forte avec ta sélection pour peut-être... on l'a supprimé. On a supprimé cette réaction et c'est pour ça que je suis aigri. Je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'on nous a enlevé quelque chose qu'on aimait beaucoup. Julie. Je comprends ce que tu veux dire. Après, ça c'est pas vrai, Reda. Mais je le sens bien comment tu le parles, que ça te fait mal la défaite. Non, c'est juste parce que je regarde ça. Mais je ne regarderais pas si je travaillais pas là-dessus. Non, mais c'est vrai. Jalel m'a appelé pour que je regarde l'interview d'Averna. C'est mon métier aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça intéresse beaucoup moins de Marocains qu'avant. Parce qu'on a été usé par ce virus de la défaite, qui est une sorte de petite chose pernicieuse. Et une fois que tu t'y habitues, tu n'es incapable de te révolter contre. Sauf que le gars est arrivé depuis 10 mois et de lui mettre tout de suite une étiquette défaite sur le visage, je trouve que c'est un peu dur. C'est bien ce que j'ai dit. C'est bien ce que j'ai dit. On n'est pas dans le même état, toi et moi. Puisque tu dis, non, mais puisque tu dis tous les constats qu'il va faire, à l'avenir, je les ai déjà faits. Oui. Donc en quelque sorte, tu lui mets une étiquette de loser sur la tête. C'est un fait. Très honnêtement, l'équipe du Maroc est éliminée. C'est la fin de cette émission. Bonne soirée. Mathématiquement est éliminée. Voilà, qu'est-ce que vous retenez, les amis, de ces premières semaines de vie, de ces 14 premiers numéros du club, et quel message aussi vous adressez à vos dizaines de millions de fans? Minimum. Alors moi, ce que je retiens déjà, c'est que contrairement à ce que tu dis, Julie est la personne la plus drôle du monde, ou pas loin, s'en faut. Dans le top 5. Dans le top 5, avec accessoirement aussi les plus jolis yeux du monde, ou pas loin, s'en faut. Dans le top 3. 5. Top 3. Et ce qu'on va souhaiter aux gens, c'est une année 2017 meilleure que 2016 déjà. Et un deuxième tour de Cannes pour le Maroc. Julie? Une bonne année globale, générale, il n'y a pas à préciser. Et de bonnes performances du Paris Saint-Germain. Moi, je suis ravie d'avoir été avec vous jusqu'ici. Je ne suis pas sûre de revenir en 2017, mais peut-être on va voir ce que fait le Maroc à la CAN. On verra. Le Maroc à la CAN. Reda, ça sera le vœu de l'année 2017. Bonne année 2017, santé, amour, gloire et beauté. En tout cas, c'est la fin de ce dernier numéro de l'année du club. Mille merci de l'avoir suivi. Merci également
à toutes les équipes techniques et comme on dit souvent dans ce genre d'occasion, à l'année prochaine. Ciao. Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif.